Fresh Morning. La Fresh Morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le La Fraîche. Ce matin, on va recevoir le professeur Jean-Michel Plagne, qui est professeur des universités spécialiste des questions de gestion, et le docteur en sciences de gestion, Kabangoy Michael, qui est avec nous dans le studio des 104.5 Urban FM, la station urbaine. Professeur Jean-Michel Plagne, bonjour. Bonjour. Vous êtes spécialiste des sciences de gestion. Oui, depuis. C'est pas la première fois que vous passez ici. Non, c'est la deuxième fois. Je pense que je suis passé en 2016, me semble-t-il. Non, 2015. Ou 2015, le temps passe vite. Oui. Mais on n'a pas vieilli, on est toujours pareil. Exactement, c'est quoi les sciences de gestion pour revenir sur la question? Les sciences de gestion, d'ailleurs, ça a un tout petit peu changé l'appellation. Maintenant, c'est sciences de gestion et du management. Oui, c'est ce que je vois sur votre biographie. Voilà, sciences de gestion et du management. Donc, l'appellation a changé il y a 2 ans. Les sciences de gestion ont pour objet d'étude principalement les organisations et les entreprises, mais du point de vue notamment de leur performance, de l'analyse de leur performance. Comment améliorer la performance des organisations, tout simplement, qu'elles soient publiques ou privées, avec évidemment aujourd'hui une tendance à l'élargissement des critères de performance. Puisque la dimension environnementale, notamment, est une préoccupation majeure. D'accord. Les sciences de gestion évoluent sans cesse, mais étant donné que les entreprises ne sont pas figées, il y a plusieurs paramètres qui rentrent en compte. Il y a le numérique, la gestion des hommes, rien que ça a totalement été modifié. En passant de sciences de gestion à sciences de gestion et de management, qu'est-ce qui a concrètement été rajouté ? Ce qui a été rajouté, c'est cette dimension managériale qui est un peu différente quand même de la gestion. La gestion, pour moi, c'est l'allocation des ressources, l'allocation optimale des ressources, alors que le management concerne beaucoup plus le pilotage des activités, l'animation des hommes. Donc, pour vous répondre directement, je dirais la dimension anthropologique. Et puis aussi, je pense que jalousement, les sciences de gestion ont voulu expliciter le terme management pour pas qu'il soit approprié sur le plan académique par d'autres disciplines, comme la sociologie ou la psychologie. C'est une volonté aussi de sécuriser un petit peu, de s'approprier le terme définitivement. Mais pour moi, le management, c'est une adaptation moderne, post-moderne même de la gestion. D'accord. Vous êtes professeur d'université, ça implique quoi? Pourquoi on dit professeur des universités? Ça implique que j'ai un rayonnement mondial. Aujourd'hui, je suis à Libreville, mais avant le Covid, j'étais à Shanghai. Je suis chaque année à l'Academy of Management aux États-Unis. Que ce soit à Boston ou à New York, ça implique donc une circulation, une mobilité totale de ma part, un engagement total. Ça implique aussi que j'encadre des personnes dans le monde entier. Le docteur Kabangoy en face de moi. Voilà, qui est notre sujet d'aujourd'hui. Voilà, il est gabonais, j'ai dirigé sa thèse pendant presque 6 ans. Il vit à Libreville, il ne vit pas à Montpellier. Donc ça implique que j'ai un rayonnement et j'essaie d'avoir un impact le plus global possible. Quand on dit que... Oui, Gina? Et c'est ce que j'ai envie de vous demander, parce que les sciences de gestion et de management, donc la gestion des organisations, comment on fait pour les enseigner à des personnes qui vont être au quotidien, qui vont avoir la main à la pâte, si nous-mêmes, par exemple, on n'a pas une compagnie? Est-ce que c'est possible ? Je ne sais pas si une entreprise, si on ne gère pas au quotidien quelque chose. Je ne sais pas si ça prend du sens, mais ça rentre peut-être dans l'adage qui dit que on peut pas parler de quelque chose qu'on ne connaît pas, par exemple. Sinon, ça reste très théorique. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui, je suis d'accord avec vous. Moi, je pense qu'on ne peut pas fabriquer un leader dans une salle de classe. Voilà. Ni même un manager. On ne peut pas fabriquer un manager dans une salle de classe. Qu'est-ce qui fait la différence? On peut fabriquer un comptable dans une salle de classe, probablement. Je pense que les sciences de gestion, après, il y a un débat. Moi, ma vision des sciences de gestion, c'est une vision expérimentale des sciences de gestion. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire de la recherche en gestion si on ne va pas dans les entreprises ou dans les organisations, si on n'expérimente pas des concepts, des outils, si on ne cherche pas à l'intérieur des entreprises des idées que l'on va faire émerger. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je pense quand même que les programmes de master, notamment, sont des programmes qui sont, vous l'avez dit vous-même, et vous avez raison, sont constamment renouvelés par l'essor des technologies nouvelles, la digitalisation des organisations, les nouvelles tendances, etc. Donc, nous sommes les sciences de gestion, et moi-même, je suis un observateur très attentif. Comme dirait Einstein, il faut être un bon observateur pour être un bon théoricien. Donc moi, je suis très attentif. Je suis un observateur du monde social et de la vie des entreprises et des organisations, et j'accompagne en permanence des dirigeants, des acteurs de la vie économique et sociale. Par exemple, mon ami Michel Ondinga, que je suis depuis 15 ans, a connu un certain succès récemment, donc je l'accompagne.
parce qu'il est aujourd'hui sénateur de la République. Ici au Gabon, c'est un exemple. Hein. D'accord. Donc, j'accompagne des personnes avec ce souci à la fois de praxéologie, c'est-à-dire de souci de l'action, de l'efficacité de l'action, mais également un souci plus réflexif, c'est-à-dire prise de distance pour créer des connaissances qu'on va pouvoir transmettre. Hein, donc à la fois être dans l'action et à la fois de la distance pour pouvoir diffuser des connaissances. Vous savez, les connaissances sur les organisations peuvent être extraites dans les organisations et elles sont finalement beaucoup plus génériques que ce que vous pensez. C'est-à-dire ce qui crée de l'efficacité dans une entreprise américaine créera probablement de l'efficacité dans une entreprise gabonaise, pour prendre un exemple concret. Il y a beaucoup de phénomènes génériques. Après, il y a des spécificités, il y a des adaptations à trouver. Il y a la culture, évidemment, dont il faut tenir compte et qui est un élément fondamental. Mais il y a beaucoup quand même de principes d'action génériques. Si vous avez une bonne gestion du temps, vous êtes plus efficace que si vous n'avez pas de gestion du temps du tout, pour prendre un que exemple vous soyez concret. aux États-Unis ou au Gabon. Exactement. Non, Ou à Shanghai, ou etc. Docteur Kabongoy, bonjour. Bonjour. Rapprochez-vous du micro, s'il vous plaît. Oui, merci. Vous êtes docteur en sciences de gestion. Ça implique quoi pour vous personnellement? Ça implique plusieurs choses. Déjà, moi, c'est la première fois que je viens. Merci beaucoup de me recevoir sur votre plateau. Alors, pour moi, déjà, peut-être que je ne l'ai pas dit dès le départ, je suis déjà DRH aussi, donc au sein d'une entreprise depuis une douzaine d'années. Wow. Et donc, c'est un complément qui va dans le sens de ce que Gina disait, c'est d'associer théorie et pratique simplement. Il y a une grosse différence entre l'expérience professionnelle que vous avez depuis 12 ans et le doctorat que vous venez enfin de clore. Oui, l'année dernière. Oui, il y a une différence parce que dorénavant, je peux accompagner l'entreprise au sein de laquelle je travaille avec tout ce que j'ai appris sur le plan théorique. Oui. Mais de même aussi, parce que je suis enseignant aussi, j'interviens à l'université Paul Valéry et dans pas mal d'universités de la place. Et donc, à ce niveau aussi, c'est d'apporter les deux volets, donc aux étudiants, la pratique, mais aussi donc la théorie. Voilà. Docteur, vous qui venez de boucler votre doctorat et qui avez cette expérience de l'entreprise, étant donné que vous travaillez depuis une douzaine d'années dans une entreprise de la place, comment vous expliquez le fait qu'il y ait autant de personnes chevronnées, je veux dire, en termes de diplôme et tout, enfin, autant de personnes diplômées de grandes universités en France, aux États-Unis et autres, pour des résultats parfois qui commencerait par un mot, par M, genre, j'ai pas envie de dire médiocre. Qu'est-ce qui peut nous conduire à ça? Parce que je comprends bien que quand on se forme et qu'on est diplômé de grandes universités ou qu'on a travaillé avec, on a été accompagné par le professeur Plan qui est là, que nous on connaît depuis plusieurs années, un peu comme vous aussi, on a cette capacité-là dans les entreprises de pouvoir répondre, en fait, à apporter des solutions à des problèmes. Alors, comment on peut expliquer le fait que nous soyons souvent dans des situations un peu désastreuses, de votre point de vue, De mon point de vue, ce sont les facteurs sociologiques. Vous êtes un intellectuel, il faut vous exprimer. Oui, pour moi, ce sont les facteurs sociologiques. Après, il y a des contraintes qu'il faut intégrer. Le professeur a parlé tout à l'heure de l'aspect anthropologique, ainsi de suite. Donc, je pense que c'est l'environnement. Il faut intégrer qu'il y a des facteurs de résistance. Parce que des fois, on veut insuffler un changement. Lui qui est spécialiste des questions de changement, il y a des paradigmes qu'il faut intégrer. Et je pense que les intégrer peut nous permettre d'adapter les outils qui sont souvent conçus, j'en parle dans ma thèse, souvent les outils sont conçus dans les universités américaines, françaises, et il ne faut pas les appliquer de manière stricto sensu. Il faut intégrer les aspects anthropologiques, sociologiques pour leur efficacité. Par exemple, on parle de vaccins aujourd'hui, c'est vrai, les humains sont pareils, mais il faut intégrer certains aspects en se disant que il y a une population qui est ici au Gabon qui peut-être peut se comporter d'une certaine manière. Voilà, c'est pourquoi il y a des comités d'éthique, ainsi de suite, qui peuvent réfléchir sur l'utilité de ces outils pour servir à la performance des Vous enseignez à organisations. l'université. Quand vous êtes face à vos étudiants, quelles sont les choses qui, au-delà de la formation en sciences de gestion stricto sensu, comme vous l'avez dit, quels sont les aspects qui, pour vous, sont très importants dans la fabrication de ces citoyens qui, peut-être dans 5-10 ans, seront à la tête de grandes entreprises ou de grandes administrations, ou peut-être sénateurs aussi au Gabon? Quelles sont les choses
qui pour vous sont importantes à intégrer dans leur formation? Alors, je vais vous amuser parce que je commence toujours mon cours par une citation de Zig Ziglar qui dit que plus que vos aptitudes, c'est votre attitude qui détermine votre altitude. Voilà, et donc je commence souvent par là, après je leur passe la parole. Et ils comprennent qu'au-delà donc, des compétences, on va dire techniques, hein, il y a aussi donc, ces compétences humaines, personnelles, qu'il va falloir développer pour tirer son épingle du jeu dans le concert des organisations. Et donc vous intégrez ça. Pourquoi vous n'enseignez pas aussi sur ces questions de compétences humaines, d'attitude humaine? Alors qu'on sait que vous êtes en train de fabriquer des futurs managers qui auront des lacunes sur l'attitude humaine que sur la compétence professionnelle ou bien sur les connaissances acquises. Oui, mais de plus en plus, les compétences émotionnelles, on essaye d'intégrer. Il y a le professeur qui parle, par exemple, beaucoup des compétences managériales dans ses ouvrages, qui sont des aspects très, 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 très importants, qui nous permettent de ne pas focaliser nos enseignements seulement sur la théorie, mais d'apporter aussi des conseils, parce que c'est ce qui reste. Voilà, ce sont des conseils. C'est aussi notre expérience, parce que, comme je vous disais, je suis donc depuis une douzaine d'années dans le monde des organisations au Gabon. C'est vrai que je travaille en tant que DRH, mais j'ai aussi beaucoup fait de consulting dans plusieurs secteurs, le secteur aérien, le secteur maritime, pas mal de secteurs de bois et tout. Sur quoi portez votre thèse? Alors, j'ai travaillé sur la fidélisation de la génération Y. C'est quoi ça? C'est des chromosomes, ça. Y, X, Y. Alors, la génération Y, ce sont les individus nés entre 1979 et 1994. Donc, qui ont à peu près aujourd'hui entre 27 et 40 ans, 42 ans par là. Les gens accros au numérique, là. Voilà. Alors, on dit Y simplement parce que, bon, avant, il y a plusieurs générations. Il y a les vétérans, il y a les baby-boomers, il y a les X. On appelait les super-héros nés autour des années 64 jusqu'à à peu près 80. Ceux-là, c'était les super-héros. C'est de là que naissent les grandes séries aussi comme X-Men, des gens qui se disaient qu'ils vont changer le monde, ainsi de suite. Et après, vous avez donc la génération Y, qui vient du fait de la forme prise par les écouteurs, qui forme un Y, et aussi parce qu'en anglais, la lettre Y, c'est why. C'est une génération qui pose énormément de questions. Ouais. Donc, quand vous avez des personnes comme ça à manager, vous allez leur donner une instruction, ils vont vous dire « ouais, mais je dois faire ça, pourquoi ?» Donc, il y a ce pourquoi-là, et c'est de là que naît, en fait, voilà, ils cherchent du sens. Ils ne veulent pas exécuter sans comprendre ce qu'ils font. Est-ce que vous avez trouvé des solutions ou des pistes de solutions? Parce que c'est ça sert une thèse de doctorat. C'est quand même une thèse de doctorat. Oui, bien sûr. Quelle était la thématique de votre thèse de doctorat? Il y avait une thématique? Oui, c'était en fait le problème de résoudre les démissions, parce que c'est une génération qui n'est pas facile à stabiliser sur le plan professionnel. Ah oui, moi j'ai dit 3 amis qui ont démissionné. Voilà. Ils sont levés, ils sont partis. Voilà, donc il fallait un peu réfléchir à comment stabiliser l'emploi de ces jeunes. On a trouvé pas mal de pistes. Lesquelles, par exemple? Quelques-unes. Bon, en fait, ça sert un doctorat, Oui, bien sûr. pour nous apporter des solutions, parce qu'on ne va pas se retrouver Vous avez une étude qui peut aider la population, bien qui peut aider les managers. Comme elle dit, c'est des situations que moi, j'ai vécues en tant que manager de mon entreprise. Donc, des gens qui ne savent pas exactement ce qu'ils veulent juste gagner un salaire chaque fin du mois. Des fois, ils sont très efficaces dans ce qu'ils savent faire, mais il y a une instabilité peut-être due à l'éducation, bien à des questions culturelles ou anthropologiques, je ne sais pas. Il faut nous apporter donc des solutions. Oui, bien sûr. Alors, pour ne pas trop rentrer sur les aspects techniques de la thèse, parce que dans la thèse, je parle plutôt de ce qu'on appelle les ancres de carrière. C'est une métaphore donc nautique de la fixité à travers une mer agitée. Bon, on estime qu'aujourd'hui, le monde des organisations est assez agité. C'est ce qui pousse certains individus à ne pas résister par rapport à certaines choses qu'ils peuvent vivre en entreprise et à poser leur démission. Donc, il y a la métaphore nautique des ancres et puis il y a le succès. Parce que je pense que quand on a du succès dans ce qu'on fait, on a tendance à... Comme on dit, on ne change pas une équipe qui gagne. Mais de manière plus pratique,
il faut intégrer en fait le côté humain. Il faut, comme le professeur dit souvent, il faut réenchanter les organisations. Il faut que les managers intègrent ce côté humain en fait pour pouvoir fidéliser les Y. En fait, c'est pas simplement des salariés qu'on recrute, mais c'est aussi des personnes qui ont tout un vécu autour. Aujourd'hui, la maison s'invite en entreprise et l'entreprise s'invite à la maison. Donc il faut intégrer ces aspects-là pour pouvoir mettre en place une gestion. On parle de gestion des ressources humaines, mettre une gestion humaine des ressources. Dans les ressources. Voilà. Professeur, qu'est-ce qui vous a inspiré, ou je voudrais dire, qu'est-ce qui vous a intéressé dans le travail du docteur Kabangoye Michael? Ce qui m'a intéressé, c'est quand même déjà, comme point de départ, justement, sa connaissance des organisations, puisqu'il a une activité de responsable des ressources humaines, et puis il conseille beaucoup de managers. Il a aussi un réseau professionnel assez élargi, donc ça veut dire qu'il est en contact permanent avec des professionnels de la gestion. Ce qui m'a intéressé, moi je pense que vous avez raison de lui poser la question finalement sur les impacts de sa thèse de doctorat en sciences de gestion, sur les principes d'action. Moi-même, je l'incite à les expliciter encore davantage, puisque la thèse est terminée, mais pas la recherche. Et il le sait, d'ailleurs, le docteur Kabangoye. Moi, j'attends de lui maintenant un ouvrage à l'attention des professionnels où les résultats parce que seront... on a vraiment besoin d'un ouvrage. Voilà, je pense que maintenant, il faut passer au stade de l'ouvrage, donc, qui reprendra une partie de la thèse, et qui peut-être approfondira certains points, et qui peut-être mettra moins en avant les dimensions épistémologiques et théoriques qui intéressent plus le monde de la recherche. Mais oui, ce qui m'a intéressé, c'est à la fois sa démarche, sa curiosité intellectuelle et sa volonté aussi de développer des connaissances actionnables, c'est-à-dire de développer des connaissances qui puissent avoir une utilité pour les acteurs des organisations. C'est ce qui nous intéresse le plus. Et je pense que la jeunesse gabonaise, elle a une appétence pour l'efficacité, pour la performance. Je suis assez optimiste dans ce pays. J'ai été sensible à la question. Beaucoup de gens se forment actuellement dans toutes les écoles, qu'elles soient grandes ou petites. Et finalement, la question que vous posez, c'est pourquoi ça ne marche pas aussi bien que ça devrait marcher. Alors, mon point de vue, c'est qu'il y aura un effet différé. Et la question générationnelle est une question fondamentale. Gérer l'intergénérationnel dans une entreprise, c'est peut-être ce qu'il y a de plus difficile. En tout cas, c'est un défi qui n'est pas simple, de gérer des personnes qui n'ont pas le même âge. Oui. Mais je pense que cette génération montante, qui a une trentaine d'années aujourd'hui, qui a quand même appris à la fois à l'étranger et ici, demain, elle sera fatalement au pouvoir, puisque les gens vieillissent. Et je pense que je suis assez optimiste, parce qu'ils ont quand même des outils que les générations précédentes n'ont pas eu la chance d'avoir. Vous avez parlé de la numérisation, de la digitalisation. Il y a quand même beaucoup d'outils aujourd'hui qui peuvent nous rendre optimistes, mais il faut qu'on continue à accompagner les personnes. Et il faut rester humble et continuer à travailler surtout. Ce qui m'a intéressé chez le docteur Kabangoye aussi, c'est sa capacité de travail. Quand on choisit un doctorat, ou vous-même, vous le savez, quand on choisit une personne avec qui on va travailler, le critère de la capacité de travail, pour moi, est un critère décisif. L'engagement au travail est un élément essentiel dans mes critères de choix. D'accord. Docteur, quand sera possible la disponibilité de vos résultats pour que nous puissions en faire une utilité pratique? Bon, déjà, il y a plusieurs publications qui sont en cours. Oui. Il y a le travail avec la revue Sciences de Gestion, dont le professeur n'a pas parlé tout à l'heure. Peut-être qu'il pourra vous en dire un mot. Et donc, ensuite, il y a les colloques, il y a les séminaires, il y a aussi des conférences. Donc, il y a tout un plan de communication autour de la thèse qui a été soutenu l'année dernière. Et voilà, et par la suite, donc, il y a cet ouvrage sur lequel on va travailler ensemble, pour pouvoir le romancer un tout petit peu, parce que aller trop dans les aspects techniques, L'ouvrage s'adresse à un large public. Voilà. Donc il va falloir le rendre accessible à tous. Tout à fait. Voilà. D'accord. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'était très théorique, notre entretien, très intellectuel. Professeur, vous avez d'autres étudiants que vous gérez ici au Gabon en ce moment? J'ai formé 5 docteurs gabonais, 5 thèses soutenues. Entre ces 18 derniers mois, j'ai 5 docteurs qui sont tous en activité ici à Libreville. Il y en a un qui est resté en France et qui, à mon avis, va faire carrière universitaire en France, qui est très brillant aussi. Voilà, donc oui, moi je continue à encadrer des personnes. Comment vous arrivez à lier l'enseignement, la recherche et les publications? Parce que je vois que vous ne cessez pas de publier, c'est pas possible. Oui, je suis aussi rédacteur en chef de la revue de gestion des ressources humaines depuis le mois de décembre, c'est récent.
je suis dans un engagement total. Je travaille 7 jours D'accord. sur 7. Mon engagement est absolu, il est total. D'accord. On vous remercie d'avoir accepté notre invitation. On vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci. Stop Fresh Morning.